prévu, mais Ouais, voilà, on est en live. Cool. cool. On va voir. Ouais. Bonjour, bonjour. On va attendre quelle personne elle arrive. Aujourd'hui, je suis avec Anthony. Anthony, est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi, qui tu es, quel est ton domaine d'activité, etc., quelle est ton expertise? Yes, merci Maria, hello à tous. Anthony Léger, donc je suis business coach et ma mission c'est d'accompagner les entrepreneurs qui ont déjà du résultat à donner plus d'envergure à leur business en les aidant à le transposer sur Internet, à utiliser le levier pour décloisonner leur message et impacter plus de monde au-delà de nos frontières. D'accord. Je sais que tu travailles beaucoup avec les entrepreneurs pour qu'ils alignent leur offre avec leurs valeurs, c'est ça? Exactement, ouais. Ce qui est hyper important pour moi, c'est de sortir un peu de tous les préceptes marketing et ces méthodes qui ne conviennent pas finalement à tout le monde, et de faire en sorte que chaque entrepreneur puisse se reconnaître dans son offre, dans son message, en y reconnectant avec ses valeurs, et que la stratégie en fait se trouve aussi alignée avec tout ça. Donc moi je mets un point d'honneur vraiment à bien comprendre qui sont mes clients, quelle est leur personnalité, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et à mêler ça avec leur cible clientèle pour que justement on puisse trouver la belle alchimie entre les deux, celle qui créera de l'enchantement, de l'émerveillement. Et donc j'ai pour ça vraiment ce focus vraiment sur l'humain et faire en sorte qu'on arrive à faire flasher les deux, quoi, j'ai envie de dire. Du coup, ça va être super intéressant de parler de ce sujet de l'offre irrésistible parce qu'il faudra justement l'aligner aussi avec les valeurs de la personne, en fait, de l'entreprise. Donc, j'imagine qu'on parlera aussi pas mal sur ça. Bah, je vois la première personne, hein, mais déjà une dizaine de personnes. Je vois bonjour les doux. Donc, dites-nous que vous êtes avec nous. Faites-nous un petit coucou. On va voir comme ça qu'il y a des gens. Voilà, donc vous pouvez aussi nous poser vos questions. Ce sera avec plaisir que on y répondra. Et Anthony, il est là aussi pour ça, pour vous aider dans votre démarche. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu travailles en tant qu'entrepreneur ou coach Alors, l'entrepreneuriat, c'est une longue histoire chez moi. Ça a commencé en fait avec la création de l'entreprise de ma femme. Ça, c'était 2011. C'est vraiment la première fois que je connectais avec ça, et j'ai pris une part active de son lancement et de son évolution. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réussit très bien et qui est vraiment très aligné avec ce qu'elle fait, qui a beaucoup de succès. Et je suis vraiment très fier de ce qu'elle a pu faire. Et donc, en 2011, elle s'est lancée. Je l'admirais beaucoup parce que je me suis dit, c'est génial de pouvoir prendre toutes les décisions comme ça. Pour ça, moi, j'étais encore à cette époque salarié. Et j'avais l'impression que c'était facile, tu vois. À ses côtés, j'étais un peu le directeur commercial, directeur des achats. Je touchais à la stratégie, au marketing. J'adorais ça. Et elle se concentrait sur la dimension artistique puisqu'elle est photographe spécialisée, femme enceinte et nouveau-née. Et donc ça me plaisait. Et en 2015, quand dans la société dans laquelle j'évoluais, il y a eu un changement de gouvernance et que je m'y sentais plus bien, je me suis dit que la meilleure option pour moi, c'était d'évoluer vers l'entrepreneuriat. Et donc je me suis dit, facile, ma femme a réussi, je vais réussir. Ça a été l'échec total. Donc c'était pas facile en fait. J'avais choisi pas le bon métier, je pense que j'étais parti pour les mauvaises raisons, et du coup voilà, tout ça m'a pas conduit là où je voulais. Du coup, il y a eu plusieurs rebonds successifs qui font que je me suis un petit peu cherché pendant un temps, et j'ai découvert en fait que j'avais plusieurs facettes, une multipotentialité qui m'handicapait un petit peu au départ, je pensais. Et en fait, j'ai compris que je pouvais en faire une force et utiliser ça vraiment pour l'accompagnement de mes clients, avoir une vue de hauteur et pouvoir naviguer aussi facilement sur la stratégie, le marketing, la communication et la vente. Et donc quand j'ai décidé d'accepter ça, ça a été beaucoup plus facile.
Donc de 2015 à 2017, j'ai cumulé pas mal d'expériences. 2018, j'ai lancé mes premières formations en ligne, mes accompagnements. Ensuite, j'ai accompagné des entrepreneurs dans leur marketing et la stratégie. Et puis, en fait, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. J'ai longtemps été l'homme de l'ombre dans ma carrière. J'ai un passé de formateur, de responsable formation, de responsable commercial. J'ai toujours fait réussir les autres et moi, je restais un petit peu en dehors de la scène, quoi. Et puis, j'avais quand même cette envie de partager plus de choses et d'être plus impliqué dans cette réussite que j'offrais aux autres. Et donc, je trouvais que l'accompagnement, le coaching, c'était une belle façon d'avancer à deux et de grandir ensemble. Et c'est vraiment ce qui me ressemble le plus aujourd'hui. D'accord. Je vais juste regarder. Parce que là, hop, Ouais, je vois qu'il y a quelques commentaires. Il y a Roger. Bonjour Roger. Ouais. Tu nous as trouvé, c'est super. Ok. Hello, hello. Il y a Hugo Raffin. Salut Hugo. Voilà, super, top. J'espère qu'il y a encore d'autres personnes qui vont arriver. Ben, on va peut-être commencer notre sujet. Alors, dis-moi déjà, qu'est-ce que tu penses de cette notion de l'offre irrésistible, etc. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui de créer une offre irrésistible pour réussir en tant qu'entrepreneur ou dans le business, en fait? Bon, on lui donne le nom qu'on veut. Ce qui est en tout cas indispensable, c'est de sortir absolument de la vente de produits et d'avoir plus à en offrir à ses clients. Et je pense que la belle philosophie, c'est d'abord ça, c'est de faire en sorte qu'on lui livre un véritable package et que toute notre attention, on la mette d'ailleurs sur lui, dans sa direction, plutôt que de chercher à, au contraire, partir de son produit et faire en sorte de le pousser vers le client, quoi. Et c'est super important de regarder qui est notre client, ce qu'on peut faire pour lui, comment on peut l'aider au mieux, et ensuite chercher à l'attirer vers notre offre. Et ça offre plus de valeur, je pense, et je pense que tout le monde y trouve son compte surtout. Oui, effectivement. Donc, être vraiment aligné avec le client, en fait, de sortir des besoins de client plutôt que de nos besoins. Ça doit pas être trop agressif, en fait, c'est ça? Ouais, moi c'est clair. Ma base de travail, de toute façon, pour construire une offre irrésistible. Alors chez moi, elle s'appelle l'offre sublime, c'est parce que je lui donne d'autres caractéristiques. Mais c'est de faire d'abord un travail très poussé sur la connaissance client, parce que plus on connaît ses clients, mieux on pourra conquérir ses prospects. Et ça, c'est hyper important de le retenir parce que c'est là qu'on va se nourrir. Donc, ça veut dire quoi, connaître ses clients? Ça veut dire comprendre ses désirs, comprendre ses souffrances, comprendre ses peurs, comprendre ses objectifs aussi, savoir ce qu'ils ont pu essayer pour résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objectifs. Et donc, derrière, en déduire, ou en tout cas les questionner sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce qu'ils attendent de plus? Et quand je dis un travail poussé sur la connaissance client, j'ai récemment fait le compte et c'est pas moins de 49 points de détail sur lesquels je fais travailler mes clients pour les aider justement à comprendre leurs propres clients. Et une fois qu'on a fait ça, franchement, la solution, elle vient pratiquement d'elle-même parce que, comme je le dis toujours, c'est un peu mon adage, c'est le client qui nous apporte la solution. Donc, si on sait l'écouter, si on fait un peu d'empathie, si on apprend vraiment à le comprendre, et aussi, je pense qu'on est vraiment profondément animé par le souhait de l'enchanter, tu vois, de lui apporter de la magie, on trouvera en lui les réponses qu'il attend. Et c'est vraiment ça que je m'efforce de faire. D'accord. Ensuite, non, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, vas-y, continue. Ouais. Ensuite, c'est que pour bien comprendre aussi comment on peut construire ça, moi je cherche à lui faire vivre une expérience. Tu vois, c'est au-delà de ce que je vais lui vendre. C'est qu'est-ce qu'il va garder, comment il va s'en souvenir. Donc, l'expérience qu'on fait vivre au client, c'est ça qui va faire la différence. On dit toujours d'ailleurs que une personne se souviendra de ce qu'on lui aura fait vivre, pas forcément de ce qu'on lui aura dit. Donc, comment on peut marquer les esprits à ce point? Comment on peut avoir ces éléments clés de différenciation qui vont le toucher au cœur?
Et donc, on cherche non seulement à lui apporter de la valeur, mais aussi, si on va chercher ces éléments clés de différenciation, ben, on rendra la comparaison difficile avec la concurrence. Donc c'est aussi ça, la puissance d'une offre quand elle est bien travaillée. C'est pas juste de mettre un joli ruban marketing autour de son offre, c'est chercher à faire une expérience qui fait la différence et à ajouter cette touche personnelle. Ça peut être les valeurs, comme on le disait tout à l'heure, nos valeurs personnelles et celles de nos clients, pour que effectivement ils sentent vraiment un élément fort chez nous qu'il ne retrouvera pas chez les autres. D'accord, super. Je veux juste, là, on est déjà autour de 25 personnes. Dites-nous si dans le commentaire, si vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien? Je vois que Roger, il a dit que la vision, elle est pas bonne. Je sais pas. Moi, normalement, je suis en train aussi de regarder sur mon iPhone. Normalement, ça, on voit bien. Après, bon, il fait pas très beau chez moi, donc il peut y avoir peut-être des problèmes de connexion ou de bande passante. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires. Ok, donc moi, j'ai quelques questions par rapport à cette recherche de besoins de nos clients, etc. Donc, toi, tu as dit que normalement, tu as un fichier que tu vas soumettre à tes clients, c'est ça qu'ils doivent remplir pour bien connaître le besoin. Et comment comment on fait ces recherches? Comment on peut comprendre quels sont les besoins? Ouais, bon pour j'ai des commentaires que c'est bon, donc parfait. Ouais, j'ai checké aussi. Ça peut être dépendant de la connexion, malheureusement. On fait ce travail ensemble souvent avec les clients parce que comme c'est assez poussé, c'est pas toujours quelque chose sur lequel je peux les laisser se débrouiller seuls, même si une partie peut bien évidemment avancer sans moi, mais je les challenge vraiment là-dessus de façon à aller le plus loin possible. Donc c'est un travail de questionnement, c'est un travail qui va chercher sur la psychologie du client et du prospect, qui va chercher aussi sur ses états internes, sur ses émotions, de façon à aller collecter l'information qui nous est importante. Par exemple, et du coup, par exemple, tu peux tout simplement questionner les personnes, donc tes anciens clients, pour faire une démarche de cette recherche. Moi, je sais que en fait, moi, dans mon cas, c'est ce que je faisais. Bon, quand j'essaye de faire les publicités Facebook pour les rendre vraiment sympas, cliquables, pour que les gens ils soient vraiment intéressés, je fais beaucoup de recherches sur Google. Je regarde qu'est-ce que les gens ils tapent comme les mots-clés, qu'est-ce qui est vraiment recherché. Je vais aller vraiment sur les forums, par exemple, regarder des conversations de personnes. Je vais regarder, par exemple, sur Amazon. Parfois, on voit des bouquins sur certains sujets et puis en bas, il y a des commentaires. C'est vraiment quelque chose où on peut apprendre énormément. Et puis, je me suis tournée aussi, moi, quand je construisais ma page de vente et justement ma formation en ligne, j'ai fait par exemple un questionnaire que j'ai envoyé à ma mailing list où je demandais les personnes quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui les bloque le plus. Puis, j'ai eu aussi des gens au téléphone pour questionner un peu plus, pour savoir vraiment aller à l'essentiel. Et c'est vrai que il y avait des choses qui sont ressorties que moi, j'aurais jamais cru, en fait. J'y ai pas pensé. Donc, c'est peut-être une bonne technique aussi de faire ces recherches en questionnant aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, bien sûr. Et ça montre une chose, c'est qu'effectivement, tu vois, on en découvre toujours sur nos prospects et nos clients. Et le danger, c'est de réfléchir à une solution sans eux. Si on les intègre pas à notre réflexion quand on crée une offre, le danger, c'est de taper complètement à côté. Et je le sais pour avoir fait l'erreur dans le passé, tu vois. Donc vraiment, j'ai appris à travailler autrement. La démarche que tu décris est vraiment très bien, notamment pour les personnes qui lancent un nouveau produit, qui ont besoin donc de découvrir qui sont leurs clients idéaux. Et ce qui va être un petit peu différent quand on a déjà de la clientèle. Parce que quand on a de la clientèle, alors ça dépend de chacun, de la relation qu'il crée avec ses clients. Moi, je sais que j'ai une relation, on peut dire, de grande proximité. Du coup, on parle de beaucoup de choses, ce qui m'en apprend aussi sur leur vie personnelle. Donc, je vais comprendre ainsi leurs valeurs, etc., sans avoir forcément à les questionner. C'est des informations qui vont venir à moi. Mais si on met peut-être un peu plus de distance, effectivement, en temps normal avec ses clients,
Alors, il peut être bon de les questionner, effectivement, d'essayer de les comprendre sur des choses qui font la différence, de savoir aussi pourquoi ils ont pu nous choisir, quels ont été les arguments forts, quels ont été les clés de différenciation qu'ils ont perçues, qu'est-ce qu'ils apprécient chez nous dans la relation, quelles sont les valeurs qui les rapprochent de nous, de façon à pouvoir marketer tout ça pour les mettre en avant, parce que si on a bien fait son travail de ciblage, si on est bien sur une cible très spécifique, voire sur une niche, la définition de ce ciblage fin, c'est que les gens se ressemblent. Les gens ont les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques. Ils ont souvent la même façon d'en parler. Ils utilisent les mêmes mots, ils ont les mêmes douleurs. Ils s'en expriment, au même endroit. Et donc on a tout, effectivement. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux facilitent grandement le travail pour pouvoir sourcer ces informations et les récupérer quand bien même on débuterait et qu'on n'aurait pas encore de clients. Et puis sinon, moi, je crois beaucoup au process d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on démarre jamais avec l'offre parfaite. Donc, il faut expérimenter, il faut partir avec l'univers des startups est vraiment un bel exemple pour ça. Eux, ils partent d'un MVP, c'est-à-dire minimum viable product, un produit minimum viable, c'est-à-dire c'est mieux qu'un comment on appelle ça, pas un concept, c'est mieux qu'un prototype. C'est un produit déjà bien élaboré, fait pour rencontrer son public sur le marché. Mais on va continuer à l'améliorer parce qu'on va avoir des retours comme ça qui nous permettent donc d'itérer de nouveau sur le produit, sur l'offre, en l'occurrence ici, de l'améliorer, et au fur et à mesure, on va avoir quelque chose qui de plus en plus devient sublime ou irrésistible, comme tu le dis. Oui, c'est ça en fait. L'offre, elle va toujours évoluer. C'est quelque chose qui ne va pas rester stable en fait. On va toujours essayer de l'améliorer. Il faut pas hésiter même si on part sur quelque chose, on fait notre landing page, on fait notre offre commerciale qu'on va envoyer à nos clients. Il faut pas hésiter derrière d'interroger le public, de savoir quel est le feedback, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. C'est justement un petit peu aussi ce que j'avais fait quand j'ai sorti ma formation en ligne. Je l'ai sorti justement à un prix très bas, avantageux, pour avoir le maximum de feedback de personnes, pour savoir est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de savoir justement pour la rendre encore plus intéressante pour le public un peu plus large. Donc, il faut pas hésiter justement de faire des tests, de sortir le produit un peu de bêta-test, etc. Parce que toutes les informations qu'on va avoir derrière, ça va nous être utile pour améliorer et optimiser notre offre comme ça. Après, moi, j'ai vu aussi sur Internet et puis on lit beaucoup sur l'offre irrésistible parce que bon, maintenant, beaucoup d'entrepreneurs, ils se basent sur des différents tunnels de vente qui sont assez complexes, etc. Et on va sortir avec quelque chose, on parle de cette stratégie de sortir avec quelque chose qui n'est pas très engageant déjà en termes de monétisation. Ça veut dire qu'on va offrir quelque chose qui est plutôt gratuit, où il n'y a pas grand engagement monétaire pour que la personne elle nous découvre ou qu'elle achète chez nous, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces techniques-là? Genre, je peux te donner un exemple si c'est par exemple soit on peut offrir déjà notre premier rendez-vous offert en ce qui concerne par exemple le B2B dans les services, mais par exemple en B2C, on peut offrir le produit par exemple, on le voit dans la vente de matelas, par exemple. On vend les matelas et on voit souvent cette offre que le matelas, vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. Si vous êtes satisfait, vous pouvez le renvoyer. Du coup, la personne elle s'est dit, c'est pas grave, je l'achète pas. Je l'achète, mais si jamais, je peux toujours le renvoyer. C'est pas engageant, en fait. La personne, elle s'est dit, j'ai envie de tester. Après, au bout d'un mois, le matelas, il a été utilisé. Même si on n'est pas super satisfait, il y a une grande partie des personnes qui vont pas le renvoyer parce qu'ils vont se sentir un peu mal à l'aise. Et qu'est-ce que tu en penses de ces techniques de marketing comme ça?
Il y a une vraie logique derrière ça, c'est que et l'explication se trouve dans le business en ligne en fait. C'est que faut prendre conscience que un prospect qu'on trouve ou qui nous trouve plutôt sur Internet, c'est quelqu'un qui doit se faire un avis sans nous, parce que nous, en tant que commerçants, e-commerçants, on n'est pas dans l'équation. Donc, il est seul sur une page de vente ou dans un tunnel. Et donc, il n'y a personne pour argumenter, il n'y a personne pour répondre aux questions. Donc, l'information, il doit la trouver par lui-même sur la qualité de ce qu'on aura mis sur nos pages, dans le tunnel. Et au mieux, on peut lui offrir l'accès à un support. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un chatbot en direct pour nous interroger, nous poser des questions et qu'on puisse un peu l'assister dans la vente. Mais du coup, la relation, elle est très différente dans la vente traditionnelle où là, on a affaire à un commerçant qui voit son prospect, ses réactions physiques, qui entend, qui peut dialoguer avec lui, qui peut argumenter, qui peut répondre à l'objection, qui peut anticiper d'une certaine manière, qui peut faire une offre, aller de l'avant. On a beaucoup de mécaniques dont on est privé, au même titre qu'on est privé de nos sens en tant que e-commerçant quand on est sur du business en ligne. Donc, ces mécaniques que tu décris là, elles ont pour but d'abaisser l'esprit critique du prospect finalement ou de l'acheteur potentiel, de faire en sorte de limiter ses freins à l'achat. Et donc notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'il se méfie le moins possible de nous, qu'il engage le plus facilement possible sa confiance. Et donc on crée comme ça des petits mécanismes qu'on appelle d'inversion de risque. Ça peut être une garantie satisfaite ou remboursée, ça peut être 15 jours d'essai, ça peut être une séance gratuite, ça peut être un audit gratuit, il y a différentes choses, ou ça peut être lui faire consommer effectivement un premier palier de nos conseils, ça peut être une série de vidéos, ça peut être un e-book, toutes ces choses on les connaît, on a l'habitude aujourd'hui de les consommer sur Internet. Et c'est une façon de crédibiliser notre offre, notre expertise, c'est une façon de créer du lien avec nos prospects. Et puis rappelons-le aussi, c'est aussi une façon d'avoir un lien qu'on va pouvoir entretenir avec lui, c'est-à-dire que même si on déclenche pas tout de suite l'émotion positive pour qu'il achète notre offre, on a toujours le moyen de dialoguer avec lui par le mail, le téléphone, qu'on aura pu se saisir de lui au passage. Et donc c'est une bonne façon effectivement d'entretenir cette relation et progressivement réchauffer ce prospect qui peut être un peu froid au départ et faire en sorte que progressivement il se sente en confiance avec nous et qu'on augmente son désir d'achat. C'est aussi le but de réseaux sociaux. S'ils sont bien menés, notre communication elle est bien menée. L'objectif c'est quand même de diminuer ces freins envers notre offre et envers nos produits, parce que quand on voit souvent déjà une personne, on va la suivre sur Internet, que ce soit en B2B ou par exemple des produits d'une marque, on a plus la tendance d'acheter ces produits parce qu'on les a déjà vus, on les connaît, etc. Donc, c'est le but aussi de se faire connaître et de communiquer au maximum. N'est-ce pas? Exactement. Ouais, après, c'est tout le jeu de la communication persuasive aussi. Et si on prend exemple sur les plus grandes marketplaces comme Amazon, et ils maîtrisent ça de main de maître, quand tu regardes que tu as toujours effectivement une évaluation de l'objet que tu vas acheter, que tu as une suggestion des produits qui peuvent l'accompagner, qu'on te dit nos clients ont aussi acheté ça. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des mécanismes psychologiques. On aime se ranger du côté de la majorité. Donc, si la majorité a apprécié ce produit-là, eh bien, on va faire comme la majorité. Si la majorité des gens ont acheté comme produit complémentaire à celui qu'on convoitait un second produit, eh bien, on va avoir tendance à faire la même chose. Donc, on a des mécanismes comme ça qui poussent un petit peu à la vente, en tout cas qui réduisent les freins. Et on est tout aussi capable de faire pareil quand on est prestataire de service, qu'on a une offre de service à proposer à nos clients. Ça se prête pas uniquement au matériel, au bien physique, fort heureusement. Ça veut dire que concrètement, par exemple, sur notre page d'offres, etc., on peut ajouter des témoignages. Ça, c'est quelque chose qui va augmenter le taux de conversion. C'est quelque chose qui va vraiment apporter de la confiance envers notre produit, en notre service, non? Exactement. Mais ça sera d'autant plus efficace si
on a des témoignages qui sont cohérents par rapport au niveau de maturité, au niveau de conscience de notre prospect. C'est-à-dire que, par exemple, un prospect que tu veux faire inscrire à un webinaire, tu vas pas lui donner de la preuve sociale des témoignages de tes clients qui ont acheté un de tes programmes, que ce soit une formation en ligne ou un coaching, mais tu vas plutôt donner les témoignages des gens qui ont dit ce webinaire était génial. Pourquoi? Parce qu'ils en sont là. Ils sont à se poser la question de est-ce que je m'inscris à ce webinaire? Est-ce que ça a de l'intérêt pour moi? Ils sont pas en train de se dire est-ce que je vais travailler avec cette personne? Est-ce que je vais lui acheter un coaching? Et donc, il faut mettre les témoignages au bon niveau, sur la bonne fréquence par rapport à la conscience du prospect. Et quand effectivement on serait sur un bon de commande, par exemple, le niveau de preuve sociale qui va bien, c'est tous ceux qui disent bah voilà, j'hésitais à acheter et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai eu des résultats formidables, ça m'a permis de façon à ce qu'on rentre vraiment dans le même état émotionnel que notre prospect, qui est dans la dernière phase, avant de mettre sa carte, avant de nous confier son argent et sa confiance. Quels peuvent être les derniers freins? C'est est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vraiment ça va me donner du résultat? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça fonctionne chez les autres? Est-ce que dans mon cas précis? Et donc là, il faut qu'on ait tous ces éléments de réassurance qui peuvent arriver au bon moment. Donc tout ça, c'est une question de phase, j'ai envie de dire, tu vois, pour les mettre au bon niveau de conscience, encore une fois, de ses prospects. Est-ce que du coup, c'est judicieux ou c'est intéressant de demander, quand on demande des recommandations, de demander un type de recommandation? Par exemple, il te fasse une recommandation de style, c'est ce qui était avant, comment je me sentais avant et comment je me sens après, par exemple. Ça peut être intéressant de demander justement de la construction exacte de témoignages, parce que ça marche beaucoup mieux, je pense. Il y en a qui... Pour moi, les meilleurs témoignages sont ceux qui sont guidés, parce que quand tu laisses un client s'exprimer par lui-même, c'est génial parce que c'est très spontané et c'est bien quand on peut l'avoir aussi. Mais il va parfois manquer des questions essentielles, parce qu'en fait, si tu demandes un témoignage à un prospect en fin de parcours, en fin de programme, il est dans une énergie positive, il est très satisfait, donc il ne garde en souvenir que tout ce qui fonctionne. Il a oublié de là où il partait pratiquement. Et donc, c'est important de le lui rappeler. C'est pour ça que quand je demande un témoignage, souvent, je séquence les questions, je guide pour ramener vraiment mon prospect sur « Ok, tu te rappelles donc quand on a commencé ensemble, quelle situation tu vivais, comment tu te sentais à ce moment-là, par quoi tu es passé, quelles ont été les épreuves que tu as vécues durant l'accompagnement, quelles sont les difficultés que tu as dû surmonter, etc. » pour qu'on ait toutes ces informations derrière, qu'on puisse découper pour les amener au bon endroit et au bon moment de la relation qui se crée avec notre prospect, tu vois, pour que tout ça monte bien en échelle au bon moment. Donc, comment tu décrirais une demande comme ça de recommandations? Comment tu la structures concrètement? J'ai un canevas, en fait, j'ai une méthode avec X questions. Je les ai pas toutes en tête parce qu'elles sont structurées, mais c'est un peu comme tu le décrivais, c'est-à-dire comment est-ce que tu m'as découvert, par exemple, histoire de vraiment déjà redémarrer, tu vois, de la base. Où tu en étais à cette époque-là? Quelles sont les difficultés que tu rencontrais? Qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec Anthony? Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que tu as hésité? Si tu as hésité, pourquoi? Quelles sont les difficultés, les premiers résultats que tu as vus apparaître? Et par quelle phase tu as dû passer? Quels ont été tes meilleurs souvenirs, par exemple, dans cet accompagnement, ou les éléments forts, tu vois? Et ensuite, quelle est la plus grande transformation que tu as vécue? Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent à rejoindre le programme? De façon à ce que j'ai toutes les réponses, moi, qui m'intéressent pour rassurer mon prochain prospect, quoi. Ah, ça, c'est super intéressant. Et du coup, tu l'envoies en format de questionnaire, je pense. C'est un Vincent Pontier aussi qui dit qu'il a un questionnaire final. C'est quelque chose comme ça que tu envoies. À quel moment tu l'envoies? Quand tu finis la collaboration avec la personne, ou c'est au cours de la collaboration déjà? Ça peut être les deux. En fait, le mieux, c'est de le faire en direct, c'est-à-dire, c'est vrai que
Moi, j'aime le faire quand on est, par exemple, sur des immersions ou quand on se trouve ensemble. Effectivement, on le fait à la caméra. C'est moi qui questionne et ensuite, éventuellement, on reséquence. Mais j'envoie pas les questions comme ça en demandant aux clients de se débrouiller avec. Sinon, on le fait sur un Zoom, sur une interview en fait enregistrée. Ah, d'accord. Tu mets l'enregistré sur des pages, c'est ça? Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait ce lien, tu vois, et que quelque part c'est mieux si on est là pour stimuler là. Après, ça peut être aussi le confier à son cadreur quand on a une équipe de pros sur la vidéo derrière qui nous accompagne. Hein. Ça marche très très bien. Et il y avait une autre question, mais que j'ai dû manger. Oui, il y a Alex qui vient de demander. Pouvons-nous avoir un exemple d'un questionnaire? Est-ce que tu as un exemple comme ça que tu pourrais avoir envoyer un lien, ou est-ce que tu as un article, quelque chose? Non, je l'ai juste sur un support, mais je pourrais donner effectivement l'endroit où je pourrais le mettre en ligne et un endroit où le récupérer. Ouais, si ça peut servir. Alex, je viens de donner quelques exemples, mais c'est vrai que là c'était pas exhaustif par rapport à ce que je fais avec mes clients. Après, oui, il faut adapter des questions aussi à son business. Donc, c'est important. Il faut pas juste faire du copier-coller. Il faut réfléchir à son business et comment ça peut amener de la valeur à notre prochain prospect, quoi. Donc, voilà. Ok, donc on a un peu parlé comment rendre une offre irrésistible, quels sont les critères. Est-ce que chaque offre peut être transformée en offre irrésistible, selon toi? Ouais, je le pense en fait, et pour avoir réussi à le faire dans bien des univers différents, que ce soit le coaching bien sûr, la formation forcément, mais aussi la cosmétique, la photo, l'alimentation, le sport, la spiritualité. À partir du moment où on laisse exprimer sa créativité, il n'y a pas de limite. Et je pense que le tout, c'est d'aimer suffisamment ses clients pour avoir envie de les combler. Et là, du coup, on va pouvoir y mettre tout le soin nécessaire, tous les critères. Le but, c'est de créer le moins de résistance de frein possible, bien sûr, avec les clients. C'est faire en sorte d'anticiper au maximum ses besoins, ses demandes, même celles qui seraient pas encore exprimées. C'est aussi d'apporter une vraie transformation chez le client, pas être juste sur la vente. Voilà, je te vends quelque chose et avec ça, il va falloir faire avec. Non, il faut avoir la volonté vraiment d'amener un résultat concret, un résultat et des bénéfices réels pour lui, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de son business, peu importe sur quoi on agit. Il faut vraiment intégrer tout ça et chercher aussi à ce qui peut lui faciliter le travail, parce que un client, il cherche toujours la solution qui est la plus économique pour lui. Et quand je dis ça, je parle pas qu'en termes financiers, je parle aussi en termes de temps, d'énergie, de ressources. Donc, il va chercher, il va opter toujours pour la solution qui lui demande de fournir le moins d'efforts, qui va être le plus efficace, le plus rapide, peut-être parfois aussi le moins cher, ou celle qui apporte la plus grande transformation. Et donc, pour ça, il faut pouvoir lui en apporter la preuve quelque part. Il faut être vraiment dans une démonstration concrète de ce qu'on est capable de faire pour lui. D'accord. Donc, par exemple, offrir quelque chose, un essai, par exemple, quand on est, je sais pas, c'est un peu le principe de Groupon, je dirais non, parce que je parle au niveau de commerce local en fait. Groupon, ils sortent vraiment des offres à prix cassé pour que les gens, du coup, ils découvrent le lieu et puissent profiter d'un produit à un prix cassé. Mais comme ça, ils découvrent le prestataire, donc ils découvrent l'endroit. Et puis, nous, notre objectif, donc objectif de commerçant, c'est donner vraiment le maximum de la meilleure expérience pour le client, vraiment pour qu'il se sente bien, malgré qu'il a payé peut-être 50% moins cher, il doit se sentir vraiment bien pour effectivement revenir vers nous, non? Ça va être quelque chose dans ce style-là, je pense, non? Alors,
J'ai un peu plus de mal avec tout ce qui attrape le client par de gros discounts, parce que de cette manière, on éduque le client sur du pas cher. Et je suis pas sûr que ça le fidélise, tu vois. Et pour avoir connu pas mal d'entrepreneurs qui avaient testé Groupon en tant qu'offreur, ils en ont pas retiré grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont eu effectivement un afflux de clients important, parce que Groupon, c'est une belle vitrine, c'est effectivement beaucoup de clients qui peuvent se saisir de l'opportunité d'un coup. Mais ces gens ne reviennent pas forcément parce qu'ils ont acheté un prix avant toute chose. D'accord. Et donc le danger, c'est ça, c'est de penser qu'une offre irrésistible, c'est un discount. Et c'est pas forcément ça. Et j'aurais même tendance à dire, c'est presque tout sauf ça. T'es pas obligé de faire une promotion. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on ait tout le soin apporté au client dans la construction de son offre, ça oui, mais c'est pas forcément avec un prix réduit. D'accord. Oui, c'est ce que dit Jean-Claude. Si on propose une offre à moins 50%, c'est ça à nouveau pas le vrai prix en fait. Donc on donne une mauvaise image de notre produit. Alors comment contourner ça? Comment tu ferais par exemple? Si tu étais, imaginons, si tu étais un commerçant local, comment tu créerais une offre irrésistible pour, je sais pas, par exemple, tu es un restaurateur. Ouais, le restaurateur, pour le coup, c'est un bon exemple parce que ils sont déjà un peu dans cette logique-là. Quand ils te proposent un menu plutôt qu'un plat, ils ont déjà réfléchi à quelque chose qui apporte plus de valeur à son client. Et effectivement, la suggestion avec l'accompagnement, on peut dire travailler sur le cadre, on peut dire travailler sur la disponibilité du serveur. C'est tout ça en fait qui concourt à donner la meilleure expérience au client. Moi, j'avais pris aussi un exemple pour être vraiment dans un business traditionnel aussi sur un bijoutier. Un bijoutier aujourd'hui, quand tu regardes, il n'est pas encore dans cette démarche. Il va te mettre un joli solitaire en vitrine, il va te mettre le prix juste en dessous, qui est quand même assez conséquent si on est sur un solitaire. Et quand tu vas rentrer, tu vas acheter le solitaire et il va te donner juste un écrin. Alors l'écrin peut être beau, ok, mais ça fait pas pour autant une offre sublime, tu vois. Il est pourtant facile d'aller plus loin et en plus d'avoir une vraie logique de fidélisation de ses clients. Et donc mon conseil là, ce serait de dire par exemple, le bijoutier pourrait très bien offrir une mise à taille à madame, si jamais avec le changement des saisons ou ce serait pas glamour et très classe de le dire comme ça, mais si dans une variation de poids, par exemple, la bague venait à ne plus lui aller, ça peut être une chose que de lui offrir, tu vois. En plus, quand on fait ça en tant que commerçant, on y gagne aussi parce que la personne va revenir dans la boutique. C'est l'occasion pour nous de lui proposer de compléter sa parure, de lui vendre le pendentif qui va avec, les boucles d'oreilles qui seraient assorties. Si on n'a pas réussi à lui vendre la première fois, c'est une nouvelle occasion de le faire. On peut aussi lui offrir, je sais pas, un voire 2 nettoyages par an. Enfin, tu sais, on a un bijou qui s'érode, qui se raye, on peut faire en sorte de le polisser. Et c'est pas forcément, quand je dis offrir, c'est pas forcément gratuit, tu vois. Ça peut être pour X euros supplémentaires, lui apporter cette attention particulière, qui est toujours confortable à recevoir pour le client. C'est-à-dire que j'achète pas seulement un solitaire, j'achète tout ce qui va avec. C'est-à-dire le fait de dire à ma chérie, elle tirera tout le temps, même avec les années qui passent, parce que on peut réajuster sa taille, on peut la repolir pour faire en sorte que elle garde toujours de son éclat comme au premier jour. Tu vois, on peut vraiment travailler de cette manière pour que là aussi, on en fasse plus pour le client, y compris quand on est dans un business traditionnel, dans un commerce de proximité. D'accord. Donc, pour toi, une offre irrésistible, ce serait vraiment en packager, faire quelque chose comme, comment dire, une vraie expérience client derrière. Peut-être offrir pas un discount, mais peut-être des services supplémentaires, quelque chose en plus qui va séduire le client. Bien sûr. Et tu vois, par exemple, remplaçons le discount par une facilité de paiement. Si le prix est conséquent et que ça fait beaucoup d'un coup, on
peut réduire les freins à l'achat en disant, ben voilà, vous pouvez le payer en 3 fois. Et ça, c'est entendable, c'est OK, et ça plaît souvent aux gens. Bien sûr, Jean-Claude, que le vrai joaillier, il propose ce genre de service, mais on a moins ce réflexe chez les petits bijoutiers de quartier. Et puis c'était en guise d'exemple, hein, donc on peut transposer ça dans de multiples sphères professionnelles. Mais en tout cas, c'est ça, c'est toujours essayer de se dire comment je peux en faire plus. Et quand je dis plus, c'est plus en termes d'attention, de soins. Hein, c'est pas chercher à lui refourguer plein de trucs. C'est tout en restant autour de mon offre de base. Comment je peux être plus attentionné, plus à son soin. Comment je peux lui offrir plus de magie, plus d'enchantement. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut chercher à satisfaire et aller chercher chez lui. D'accord. Il y a Julie qui demande, en ce moment, beaucoup de mes prospects me posent des problèmes de trésorerie. Comment contourner cela en période de crise? Julie, déjà, quel est ton business, peut-être? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse te donner un peu plus de conseils pour qu'on sache de quoi il s'agit, peut-être? Ça va être plus facile de répondre comme ça. Après, oui, effectivement, on est dans une période qui est un peu compliquée et il y a beaucoup d'entreprises, et surtout des entreprises commerciales, les commerces locaux qui vont avoir un peu plus du mal. Donc, effectivement, il faut s'adapter aussi. Ouais, c'est ça, toujours cette capacité d'adaptation. C'est aussi peut-être retravailler sur la segmentation de son offre, peut-être. Là aussi, sur les facilités de paiement qu'on peut offrir. Bon, après, faut faire attention, faut mettre vraiment des garde-fous pour pas avoir d'impayés, parce que c'est aussi un vrai sport national, ça, en France. Les gens qui font un peu de la cavalerie sur des offres et qui ne payent pas. Mais ouais, il va falloir composer avec, là, effectivement, ou bien cibler une clientèle qui c'est dur à dire, hein, mais qui a moins de problèmes de trésorerie. Oui, là, effectivement, du coaching des commerçants, je les accompagne à attirer plus de clients en magasin grâce aux réseaux sociaux. Alors si, il y a bien une mécanique. Après, il faut être capable de l'assumer, il faut être sûr de son offre. C'est être payé au résultat. C'est-à-dire que là, au moins, on a un client qui n'a pas à faire l'avance. Par contre, on a intérêt à être sacrément bon parce que et puis donc ça suppose que c'est nous qui faisons l'avance de trésorerie d'une certaine manière, mais ça peut être un levier si tant est qu'il soit acceptable pour celui qui le propose. Oui, c'est une bonne idée. Ou bien de faire je sais pas 20%, 80 ou 30, 70, une petite partie au départ et puis le reste à la fin de l'accompagnement, mais là aussi il faut bien cadrer son accompagnement pour pas se faire piéger. Ok. Julie, dis-nous qu'est-ce que tu en penses? Et puis j'ai une dernière question justement peut-être pour les personnes qui bossent dans le B2B et qui sont pour les offres haut de gamme. Comment rendre une offre haut de gamme irrésistible? Comment tu te prendrais? Ou peut-être tu as des exemples. Bah, déjà pour moi, qu'on soit B2B, B2C, ça fait pas une différence fondamentale pour peu que notre sujet reste l'humain. Et je pense que si on a vraiment ça en tête, tous les principes que je viens d'évoquer jusqu'ici viendront s'appliquer parce que il y aura de toute façon un décideur et que c'est pour lui qu'il faut penser à rendre l'offre irrésistible. Et c'est vrai que ça peut être là le challenge, c'est que on peut avoir des utilisateurs ou des gens qui consomment l'offre qui sont pas forcément celui qui décide. Sauf que c'est auprès de celui qui décide qu'on doit mettre tous les leviers vers le haut pour qu'il ait envie de dire oui. Même si effectivement on doit être sacrément efficace aussi pour ceux qui consommeront notre offre. Mais en tout cas, pour moi, c'est juste la posture, le contexte dans lequel on va présenter l'offre qui va être différent si on s'adresse à des particuliers ou à des pros. Mais dans les deux cas, on doit être tout aussi attentif
aux soins qu'on veut leur apporter. Encore une fois, ce sont des humains, donc il faut jouer sur ses sens pour le connecter émotionnellement le plus possible à l'offre. On parlait d'expérience tout à l'heure et voilà, cette expérience, elle est aussi visuelle. Ça veut dire que donc l'esthétique compte, elle est auditive, elle est sensationnelle d'une certaine manière. Donc le client doit pouvoir s'en souvenir longtemps et le prospect doit pouvoir le sentir, presque y goûter. Et ça, qu'on soit en B2B ou en B2C, pour moi, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit pricer différemment quand on est face à une entreprise ou un particulier? Je pense que le prix, il doit se faire en fonction de la transformation qu'on apporte, en fonction du résultat. Et donc décorrélé du nombre d'heures finalement qu'on va y passer, c'est vraiment pas ça. D'accord, ok. Dites-nous dans les commentaires si vous avez encore des questions. Est-ce que dites-nous dans quel business vous êtes, dans quoi vous travaillez aussi. Ça va être intéressant de savoir, de connaître le type de public qui est venu nous rejoindre. Et voilà, et n'hésitez pas de nous poser des questions, c'est le moment maintenant. Donc, pour récapituler un petit peu, pour rendre une offre irrésistible, que ce soit un B2B, un B2C, il faut déjà partir de la recherche approfondie, questionnement de son entourage, de ses clients, du marché en fait, et regarder quels sont les réels besoins, qu'est-ce que les gens ils recherchent justement dans ce type de prestations, dans ce type de service. Ça peut se faire justement par les questionnaires qu'on peut envoyer à notre clientèle déjà ou notre newsletter, par les recherches sur Google, par des recherches sur Internet, sur le forum, etc. En questionnant par le téléphone, justement, d'avoir les prospects, les personnes qu'on a, nos clients au téléphone, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui les a attirés vers nous, qu'est-ce qui a fait, surtout si on est dans un domaine très concurrentiel, qu'est-ce qui a fait que on s'est différencié, ils nous ont choisi nous plutôt qu'un autre prestataire ou un autre service. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu dirais réduire le risque, c'est ça, réduire le risque et augmenter cette confiance vers notre service. Donc, ce sera ça. Et que ça peut passer justement par des étapes où on va offrir un audit, par exemple, dans le B2B, dans le service de B2B, ou faire une vraie expérience, packager vraiment une vraie expérience. Donc, non seulement offrir un produit ou un service, mais vraiment ajouter des petites touches personnelles. Par exemple, si on prend un exemple de e-commerce, si on envoie un produit qu'on a vendu, on peut joliment le packager, faire une petite fiche personnalisée, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Ça c'est pour ajouter des témoignages, bien évidemment, mais qui soient bien structurés. Comme tu avais dit, qu'une structure de témoignage, ça c'est super important pour que les gens, ça augmente, ça réduit le risque et ça augmente la confiance de la personne. Et à la fin, qu'est-ce qu'on disait à la fin? Que oui, on peut être faciliter le paiement de personnes si jamais on est jamais on se confronte aux problématiques de notre public par rapport au paiement, etc. Ou surtout, peut-être dans les offres qui sont onéreuses, un peu haut de gamme, toujours venir en avant vers le client, vers le prospect, toujours et lui fournir la première expérience qui soit réussie, c'est ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais? Ouais, on parle de ses doutes, mais on n'a pas parlé de ses peurs là, parce que c'est vraiment ça aussi. Parfois, on a un prospect qui a peur de se tromper, qui a peur de pas réussir avec le produit ou le service qu'on lui livre. Il a peur de se faire avoir, donc faut comprendre par quel mécanisme et par quels états internes il va passer pour pouvoir l'accompagner dans sa réflexion. Après, tout ça ne suffit pas. Là, on a vraiment édulcoré la façon dont on construit, dont on peut construire l'offre. Ce qui est très clair, c'est que il a besoin de sentir effectivement que il accède à quelque chose d'unique et qui est fait pour lui. Et un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que
on vend au client ce qu'il a envie, ce dont il a envie. Tu vois, un client va acheter ce qu'il veut, pas ce dont il a besoin. Donc, notre rôle à nous, si on veut faire des ventes, c'est de lui vendre ce qu'il veut et d'y mettre dedans ce dont il a besoin. Tu me suis? Oui. Donc, parce que, tu vois, c'est un peu comme la salle de fitness qui est à côté de chez toi. S'ils cherchent à recruter des clients, ils vont pas te vendre les efforts à fournir, la fonte à soulever, la transpiration que tu vas vivre, les douleurs, les courbatures que tu auras. Et en revanche, il va te vendre le fait d'être voilà, dans ton 38, tu te sentir bien dans ton maillot de bain, si tu étais sur la plage, de retrouver ta légèreté dans tes mouvements, de retrouver ton souffle, de retrouver un tonus, de retrouver une vitalité. Et c'est ça, il va te vendre vraiment cette transformation, la destination dans laquelle il t'embarque. Donc, il faut pas se tromper d'argument. Et bien évidemment qu'il va devoir passer par quelques efforts à fournir, quelques phases difficiles. Mais ça, c'est ce dont il a besoin pour obtenir le résultat qu'il souhaite. Et si tu mets trop en avant ces choses-là, quelquefois, il y a danger, c'est que tu te grilles. Or, il est prêt à fournir les efforts quand il est motivé par son résultat, mais il faut vraiment mettre les choses dans le bon ordre dans notre argumentation. Et ça, c'est super important. D'accord. Après, c'est vrai que... Pardon. Excusez-moi. Je voulais dire que les besoins, ils peuvent varier en fonction de la personne aussi, n'est-ce pas? Parce que qu'il faut bien rentrer dans la tête de notre prospect ou de la personne qui nous contacte, de savoir, lui, il veut ça, donc je lui package ça de cette façon. Lui, il veut ça, donc je lui parle un peu plus, tu dirais, comme ça? Oui, à la différence près que notre offre, elle doit être immuable. C'est-à-dire que faire des offres dites irrésistibles, l'objectif, c'est aussi de sortir du devis, quoi. C'est aussi une façon de packager quelque chose qui fonctionne dans 80% des cas et qui satisfait au plus haut niveau 80% des cas. Si on repart sur une personnalisation extrême, déjà on perd énormément de temps et d'efficacité dans nos business. Et ce temps, c'est des opportunités qu'on ne crée pas pour d'autres. Donc, je pense que si on a bien fait l'effort de connaître notre client idéal, on peut concevoir pour lui une offre qui sera relativement tout terrain et qui considérera vraiment ce dont il a besoin. Et j'allais dire aussi, on peut rajouter une chose, c'est un accélérateur de prise de décision, parce que dans nos business, quand on est face à l'humain, on a toujours cette objection de fin qui est: je vais réfléchir, faut que j'en parle à ma femme, faut que ceci, faut que cela, faut que je fasse les comptes. Donc, il faut qu'on ait aussi quelques petites ressources supplémentaires là pour pouvoir lui donner l'envie de passer à l'action tout de suite. Ça va au-delà du traitement de l'objection qu'on peut faire, bien sûr, mais on peut avoir prévu des petits leviers pour l'aider à prendre sa décision maintenant, comme l'urgence, comme des quantités limitées. Enfin, il y a beaucoup de mécanismes psychologiques là qui peuvent être activés pour jouer ce rôle-là. Jean-Claude, il demande comment repérer les clients en fonction de ce qu'ils veulent. Ça passe par la recherche, non? Ça passe par une étude de marché, je dirais. Oui. Là, si on est vraiment face à un entrepreneur qui débuterait, c'est sourcer sa niche de marché pour bien comprendre effectivement comment il fonctionne et ce qu'ils veulent absolument. Et ensuite, quand on a des clients là acquis, on sait très bien ce qu'ils veulent. On sait très bien ce qu'ils veulent, on sait très bien ce qui leur fait peur. Et donc, on choisit les bons arguments à mettre en avant, tout en leur apportant ce dont ils ont besoin, parce que c'est aussi vraiment à ça qu'il faut répondre. Ouais, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est les dernières minutes, je pense. On a déjà passé 1 heure, donc ça passe vite. Presque 1 heure, donc voilà. Si vous avez de dernières questions, n'hésitez pas. Et puis, Anthony, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, ou est-ce que je sais que tu as un groupe Facebook, est-ce que tu peux communiquer sur ça? Voilà, peut-être.
Le plus simple, parce qu'effectivement, j'anime régulièrement des workshops, des ateliers, des lives pour expliquer un petit peu toutes ces techniques dont on vient de parler dans un groupe qui s'appelle 100% entrepreneurs, 100% connectés, que vous retrouverez donc sur Facebook ici même. Sinon, n'hésitez pas à engager la conversation avec moi également, de façon à ce que je vous donne les bons liens si jamais vous avez du mal à les trouver. Mais j'aime bien discuter et vous challenger. Donc, si vous avez envie qu'on pousse le trait, qu'on aille un peu plus loin, voilà, sentez-vous libre. Ça me fera le plus grand plaisir. Oui, je recommande. Je suis membre du groupe. Je regarde parfois les contenus. Les contenus sont très intéressants. Tu animes souvent des lives, etc. Donc voilà, n'hésitez pas de rejoindre aussi le groupe. Après, je vais mettre le lien de groupe dans les commentaires. Top, merci. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Anthony? Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus ou c'est bon? Merci de votre attention déjà, merci de cette écoute et de l'intérêt que vous portez à vos clients, parce que si vous êtes là, c'est que vous leur souhaitez le plus grand soin, donc c'est vraiment que vous êtes déjà dans la bonne dynamique. Et puis ensuite, voilà, n'hésitez pas, même pour les personnes qui verront ce live sous forme de replay, à y apporter un commentaire ou à poser vos questions. On restera tout à côté pour y répondre. Oui, voilà. Merci à toi en tout cas, Maria. Merci aussi à toi de venir avec plaisir. contribuer dans ce live, de répondre à mes questions, d'être avec en partie ma communauté aussi. Et merci à vous d'être venus, d'avoir posé vos questions. Et ça m'a fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas aussi de partager le live partout, parce que peut-être qu'il va y avoir dans votre entourage de personnes qui seront intéressées par ce type de contenu et du coup, ça va leur aider aussi dans leur business. Donc, n'hésitez pas de le partager, de liker, de faire des commentaires, même si vous regardez en replay, ça nous ferait un grand plaisir. Voilà. Yes, merci Vincent, merci beaucoup. Merci à tous, très belle journée. Très belle journée à tous, au revoir. Au revoir.